Bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver tous pour cette nouvelle session des ateliers de la filière et du groupe de coordination multidisciplinaire avec Louis Affo et surtout tous les membres de la filière. On a pu réorganiser cet atelier la veille de la journée. Aujourd'hui, on accueille Pablo Bartolucci pour nous parler des atteintes cérébrovasculaires des patients drépanocytaires. Et donc, j'ai l'honneur de demander au professeur Galacteros de faire une petite introduction pour ce nouvel atelier. Oui, enfin, très brièvement, c'est un point extrêmement important de la prise en charge de la drépanocytose. Alors, il y a à la fois, j'ose dire, l'héritage des progrès immenses qui ont été faits dans la prise en charge pédiatrique ces dernières 20 années environ, et une pathologie plus spécifiquement de l'adulte dont Pablo va nous expliciter les contours et les approches diagnostiques affinées, et ainsi que les options thérapeutiques. Donc, c'est une partie qu'il fallait prendre à bras le corps, la pathologie vasculaire cérébrale de l'adulte, avec la transition enfant-adulte y compris. Et là, je crois qu'il faut vraiment en être très reconnaissant à Pablo d'avoir s'être jeté dans un sujet qui était au départ un peu hopeless, mais qui, vous verrez, a fait d'immenses progrès grâce à cette combinaison de savoir-faire entre Sainte-Anne et Mont-Dore en particulier. Merci. À toi, Pablo. Merci Frédéric pour la gentille introduction. Pour la petite histoire, en fait, il fallait que j'écrive les recommandations il y a à peu près 10 ans sur les AVC de l'adulte, il n'y avait rien. Et c'est de là qu'est parti le projet PC de REP. Est-ce que vous voyez mes slides? Pas encore. Pas encore. Alors, partage d'écran. OK. Et là? Oui ou pas? Je repars. Ouais, ça voilà, c'est bon. D'accord. OK. Donc, en gros, ça, c'est une slide qui n'est pas tirée du tout de la drépanocytose, mais qui explique que, en gros, enfin, quand on a une agression pariétale, les vaisseaux peuvent avoir différents modes finalement de réaction qui sont en fait des systèmes de réparation, mais qui, dans ces cas-là, vous m'entendez ou pas? Allô? Giovanna? Non, c'est bon. Et donc, ça peut aller vers en fait finalement une prolifération ou dans d'autres cas, aller vers plutôt une dysplasie, voire la formation d'anévrisme. Et au cours de la drépanocytose, on a ces deux mécanismes qui coexistent. Alors, on va s'intéresser tout d'abord principalement aux sténoses. Là, vous avez un exemple typique. C'est un cas unique parce que c'est quelque chose qu'on a pu suivre chez l'adulte. Mais en gros, vous avez au niveau de la cérébrale moyenne l'apparition petit à petit d'une sténose puis d'une occlusion avec derrière un réseau moya-moya qui apparaît dans un deuxième temps. Et ce réseau moya-moya, qui en fait est le réseau d'anastomose artério-artériolaire, il vient là pour essayer de reperfuser ou d'améliorer la perfusion cérébrale dans un territoire qui finalement n'est plus perfusé par l'artère native. Donc, je vous remontrerai le réseau moya-moya plus en détail plus tard. Alors, cette atteinte, elle est à droite. C'est une carotide d'enfant sur une autopsie. Et vous voyez très clairement une prolifération de cellules musculaires lisses, avec même parfois des différenciations type fibroblastique. Un aspect très irrégulier de la lumière qui souvent derrière, à cause de ces dommages, va également une source d'activation de la coagulation. Je vous ai mis à gauche en fait une hypertension artérielle pulmonaire précapillaire pour vous montrer que finalement dans la maladie, on peut avoir ce même type de prolifération, mais dans des organes différents et surtout à des âges différents. Et c'est ça qui est assez remarquable dans l'atteinte cérébrale, c'est que finalement, c'est la seule vasculopathie chronique d'apparition pédiatrique, contrairement aux autres qui vont avoir des apparitions tardives comme
ou en tout cas des apparitions, on va dire, cumulatives, comme les atteintes rénales, les ulcères de jambes ou l'hypertension pulmonaire précapillaire dont on parlait. Donc finalement, c'est un peu un mystère. On sait principalement que le facteur de risque principal d'avoir ces atteintes, c'est l'accélération des vitesses au niveau du Doppler transcrânien. Et là-dessus, on sait que c'est probablement avant l'apparition de la sténose, c'est-à-dire une accélération systémique, puis en fait des accélérations segmentaires qui correspondent aux sténoses. Mais avant en fait ces accélérations dues à une accélération focale, on a probablement d'abord en fait une accélération systémique et au laboratoire, c'est ce qu'on a essayé de commencer à comprendre, d'abord par un travail mathématique, et là on en est en fait à essayer d'avoir une approche d'impression in vitro en 3D. Mais là, je vous montre déjà ce travail qui va bientôt être publié, où on montre clairement que pour des débits en fait systémiques, donc des débits cardiaques avec des débits d'entrée de la carotide, qui vont être identiques entre des enfants de moins de 5 ans à gauche, des enfants de plus de 5 ans au milieu et des adultes, ben finalement, chez les adultes, même quand vous êtes à des très hauts débits de 15 millisecondes, à l'entrée des carotides, vous atteignez jamais ces vitesses qui sont ces vitesses, on va dire, pathologiques, alors que chez les enfants, à carotide saine, vous les atteignez assez rapidement, y compris pour des débits plus lents, en particulier chez le petit enfant. Et l'hypothèse à ça, eh ben, c'est vraisemblablement celle du développement cérébral, puisque entre grosso modo 0 et 10 ans, le cerveau est en pleine évolution, il y a des différenciations substance blanche, substance grise, il y a besoin d'énormément d'oxygène, qui dit beaucoup d'oxygène dit beaucoup d'hémoglobine. Chez des enfants anémiés qui en plus ont un défaut de transport de l'oxygène, ben, le seul moyen de compenser, c'est finalement d'augmenter le débit cardiaque, et en augmentant le débit cardiaque, on augmente le débit à l'entrée des carotides, et finalement on obtient ces vitesses qui sont pathologiques. De manière intéressante, ce débit n'explique pas tout, et on s'est intéressé justement à la géométrie en fait de ces vaisseaux, et très clairement, entre le petit enfant et l'enfant un peu plus âgé, il y a une croissance des vaisseaux qui est d'ailleurs plus importante qu'entre un enfant de 10 et un adulte. Et ces croissances des vaisseaux vont faire que petit à petit, on va avoir une diminution de ces accélérations au niveau particulièrement des zones à risque, qui sont les terminaisons carotidiennes, depuis le siphon jusqu'à la bifurcation et même au-delà de la bifurcation. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on l'a montré avec le chiffre de Dean, qui est une composante multifactorielle. Et ce n'est pas uniquement le diamètre, mais également d'autres éléments comme la torsion des vaisseaux ou la courbure. Et c'est également ce qui explique que pour un même malade, c'est celui que vous avez en bas, les flux peuvent être totalement perturbés parce qu'entre une carotide et l'autre, finalement, on n'est pas totalement symétrique et on peut avoir des atteintes qui sont totalement asymétriques, ce qui est assez caractéristique de la drépanocytose par rapport à la moya-moya maladie. Donc, si on reprend, on a des accélérations des vitesses, on a des vaisseaux qui finalement ont des courbures, en tout cas des géométries probablement potentialisatrices chez le petit enfant. On sait que dans les facteurs biologiques, il y a principalement l'hémoglobine basse qui est un facteur déclenchant et essentiellement du petit enfant, et ça on l'a également modélisé. Ça va provoquer des flux pathologiques avec en fait des flux turbulents qui vont avoir des conséquences pariétales directes. Et ça, vous le voyez sur, par exemple, excusez-moi, il y a un micro qui est allumé. Si vous pouvez, ouais, si vous pouvez les éteindre, ce serait gentil. Donc là, vous voyez un cycle systolo-diastolique avec le shear stress, c'est-à-dire l'effet de cisaillement à la paroi des vaisseaux. Et vous voyez que pour un bas débit, on a finalement des shear stress qui sont relativement faibles, en tout cas qui sont probablement normaux. Et là, à haut débit, eh ben, vous avez des zones rouges qui apparaissent et qui sont adjacentes de zones on va dire, à plus faible niveau de shear stress. Et il faut s'imaginer que vous êtes sur une autoroute en roulant à 60 et qu'il y a des voitures qui passent à 200 à côté. Ben, ça va provoquer des frictions
Et ces frictions, c'est ce que ressentent les cellules endothéliales, mais vraisemblablement également les plaquettes. Et on est justement au niveau du laboratoire en train de travailler sur la dégranulation plaquettaire, en particulier des petits enfants dans des modèles 3D. Alors, au-delà, il y a des facteurs génétiques. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les études génétiques de prédisposition aux accidents cérébraux, eh ben, on retrouve souvent des gènes qui ne sont pas côté globules rouges, mais plutôt côté voie inflammatoire et donc vraisemblablement côté endothélial, avec par exemple tout ce qui touche à la voie de NF-κB, mais également, et ça c'est intéressant, le récepteur au TGF-bêta auquel je crois beaucoup, d'une part parce qu'il y a cette dégranulation plaquettaire et d'autre part parce que des molécules comme le sotatercept ou le lustatercept, qui sont des inhibiteurs de la superfamille du TGF-bêta, commencent à avoir des effets dans l'HTAP précapillaire idiopathique et que je pense que ça peut être une piste de traitement supplémentaire. Alors, les facteurs biologiques associés, ben, finalement, pour moi, la meilleure étude, c'est l'étude de Robert Debré. Pourquoi? Parce que finalement, l'évolution, et là vous l'avez en haut à droite, de l'hémoglobine fœtale au cours des premières années de vie, elle est extrêmement variable au cours du temps pour un même individu, et que si on veut pouvoir analyser l'effet de l'hémoglobine fœtale, il ne faut pas prendre une coupe transversale et comparer des enfants d'âge différents, mais il faut pouvoir avoir un suivi avec une modélisation de type modèle mixte associée au risque vasculaire. Et en faisant ça, et bien en fait, on retombe sur nos pieds, c'est-à-dire que l'hémoglobine fœtale a un vrai impact protecteur sur l'apparition de cette vasculopathie, de la même manière que la présence d'une délétion alpha, que des réticulocytes donc plutôt bas, un phénotype un peu moins hémolytique, et que probablement des hypoxies surajoutées, puisque là, il y a des obstructions bronchiques et des voies aériennes supérieures. On a montré d'une manière indirecte la même chose chez l'adulte, c'est-à-dire que les patients qui ont fait un AVC, finalement, ils ont des polymorphismes de l'hémoglobine fœtale qui sont associés à des niveaux un peu moins élevés et qui finalement coïncident avec, d'une manière différente avec ce qui avait été trouvé. Alors, au-delà, la problématique, ça va être également celle des petits vaisseaux. Et pour les petits vaisseaux, la viscosité va intervenir. Et c'est pour ça qu'il faut quand même faire attention à ces fameuses hyperviscosités, ou en tout cas à ces quelques AVC qui ont été aggravés par une transfusion insuffisamment calibrée par rapport à la saignée attenante. Et il y a clairement des cas d'école où les AVC se sont aggravés par des transfusions un peu importante qui arrive à 12 grammes d'hémoglobine. Alors, l'autorégulation cérébrale est un élément aussi très important à connaître. Il n'y a que 2 organes qui arrivent à pouvoir justement contrôler leur propre débit, le cœur et le cerveau. Et cette autorégulation, elle se fait entre autres par l'acidité du sang, c'est-à-dire que quand on fait par exemple une apnée, qu'on augmente sa PCO2, finalement, on vasodilate les vaisseaux pour apporter plus d'oxygène de manière paradoxale, malgré l'apnée, au niveau cérébral. Et on s'en sert justement pour tester cette autorégulation qui est indispensable, surtout quand on a des atteintes vasculaires sténosantes, puisque si la pression de perfusion cérébrale diminue, eh ben, on doit avoir normalement une vasodilatation compensatrice qui va permettre de maintenir le débit de perfusion cérébrale sur le plateau que vous voyez en haut. Alors, attendez, je vais voir si je peux mettre l'option pointeur. Voilà. Et donc, ici, ça, c'est l'autorégulation, hein, c'est-à-dire que vous maintenez une pression de perfusion cérébrale. Et ce qui est dramatique chez nos patients, c'est qu'ils sont, même à perfusion normale, souvent au bord du vide. C'est-à-dire qu'une petite baisse de pression de perfusion, comme par exemple un malaise vagal après une érythrophérèse, peut provoquer une hypoperfusion qui peut conduire à l'AVC. Et ça, on l'a vu en particulier dans 2 cas qui ont été dramatiques, le temps qu'effectivement on comprenne bien que ce n'était pas un incident dû à l'érythrophérèse, mais c'était le malaise vagal qui suivait l'érythrophérèse chez des patients dont la perfusion cérébrale est particulièrement endommagée. Alors, cliniquement, on a principalement des accidents ischémiques cérébraux chez les SS. Ces accidents ischémiques sont dans les séries historiques avant hydroxyurée et avant mise en place des échanges transfusionnels
plus important au cours du petit enfant, avec en fait des récidives pendant toute la vie, voire même des premiers AVC, et une réaugmentation en fait à l'âge adulte après 30 ans. Pour ce qui est des hémorragiques, les hémorragiques en fait c'est la cloche que vous voyez en tiret, et ça apparaît au cours de l'adolescence. Le maximum il est chez l'adulte jeune, et dans cette série ça semble diminuer par la suite. Alors, il y a deux, en gros, pour schématiser, hein, mais il y a deux types d'accidents ischémiques cérébraux. Il y en a un qui est vraiment l'atteinte classique de l'AVC, c'est-à-dire l'obstruction d'une artère. Ça se voit plutôt en pédiatrie, c'est-à-dire qu'au moment où cette vasculopathie se constitue, on va avoir le vaisseau qui se bouche, et puis là, on a par exemple, probablement sur une artère sylvienne obstruée ou une carotide, une terminaison carotidienne droite, on a cet accident sylvien étendu. Maintenant, une fois que la vasculopathie est constituée, on a justement ces phénomènes de bas débit. Et sur ces phénomènes de bas débit, c'est là où on commence à voir apparaître des phénomènes qui sont un peu plus larges, qui sont moins tronculaires et qui vont donner ces fameuses lésions de la substance blanche, mais là qui sont liées pas uniquement à l'atteinte microvasculaire isolée, mais qui sont liées vraiment au bas débit des obstructions vasculaires en amont. Alors, pour les SC, les accidents ischémiques, il n'y a pas de vasculopathie cérébrale. Alors, quand je dis pas, c'est qu'en gros, on a quelques cas, mais c'est des cas qui mériteraient publication en case report parce qu'il n'y a pas de moya-moya déjà décrite. Et puis, c'est probablement des causes post-virales infantiles, mais ce n'est pas lié a priori à la drépanocytose. En revanche, comme vous le savez, les SC, ils ont beaucoup de facteurs de risque cardiovasculaire. Et moi, je vois, en tout cas pour l'atteinte cérébrale, la pathologie SC au niveau vasculaire comme en fait une puissance 2 à l'hypertension, au tabac et à d'autres facteurs de risque. L'enfant que vous voyez tout à gauche, cet enfant-là, en fait, c'était une crise vaso-occlusive très importante avec des LDH très élevés et qui en fait a fait des emboles graisseux. Et donc ça n'est pas un AVC lié à une vasculopathie sténosante, mais bien en fait à un phénomène embolique. Pour les SS, ça c'était ce qu'on avait publié, hein, qui rejoint un peu le modèle de Wayne-Frépong, c'est-à-dire qu'en gros, c'est principalement chez l'enfant, mais on en a aussi à l'âge adulte, et surtout à l'âge adulte, ce qu'on a, c'est des récidives, et elles sont ces accidents cérébraux, que ce soit chez l'enfant ou l'adulte, sont liés principalement à la localisation de la sténose, ce qui paraît tout à fait logique, c'est-à-dire que quand on a une atteinte des terminaisons carotidiennes, on va faire un AVC dans le territoire correspondant. Si c'est la cérébrale moyenne, ça va être le territoire de la sylvienne, et ainsi de suite. Point très important, quand on prend tous les AVC ischémiques chez les SS, vous voyez que c'est majoritairement territoire antérieur, et c'est dû aux sténoses. Donc, méfiance, je reviendrai dessus, mais méfiance si vous êtes sur un territoire postérieur, c'est qu'il y a en fait anguille sous roche. Et pour les SC, comme ce n'est pas tellement lié à la vasculopathie cérébrale, puisqu'il n'y en a pas, et en fait, c'est à peu près la même répartition qu'en population générale. Alors, les récidives, elles surviennent principalement après le premier AVC, dans l'année qui suit, voire même dans les 6 mois qui suivent, ce qui veut dire qu'un petit AIT, même si il a duré très peu de temps ou une amorose transitoire, quand on est devant un AVC, il faut en connaître la cause tout de suite, la traiter le plus rapidement possible de manière à éviter la récidive. Et dans le cadre des AVC ischémiques sur de l'hypoperfusion cérébrale, quand on en a un premier qui récidive, le risque d'avoir des récidives derrière est de plus en plus réduit au cours du temps, c'est-à-dire qu'en gros, il faut vraiment déclencher le plan hors sec et ne pas attendre en fait de mettre ces malades en programme d'échange quand il y a eu un AVC, parce que le risque de récidive est majeur, et en général, c'est la récidive qui va laisser les séquelles. Alors, vous connaissez pour la plupart la cohorte, le parcours patient PC-DREP pour lequel tout le monde a largement contribué, et qui est donc avec en gros les critères d'inclusion que je vous ai définis, c'est-à-dire en gros tout ce qui a touché le cerveau
est une source d'inclusion. Là, vous avez les caractéristiques de ces patients avec une moyenne d'âge d'à peu près 30 ans, principalement des SS, mais pas que. Peu finalement de facteurs de risque cardiovasculaire, et je vous ai dit, c'est principalement des SC. Ça, c'était les motifs d'entrée. Donc, vous voyez qu'il y a quand même 50% des patients qui avaient fait un AVC sur les motifs d'entrée. Ça, c'était les traitements à l'entrée également dans le suivi. Et puis, ces AVC, beaucoup en rapport avec une vasculopathie cérébrale déjà existante, et le suivi avait eu des impacts thérapeutiques, puisque vous voyez qu'on avait augmenté l'hydroxyurée, enfin introduit dans 37% des cas. On avait rajouté des échanges pour des malades qui éventuellement ne les avaient pas dans 13%. On en a même arrêté dans d'autres, je vous expliquerai pourquoi. On a rajouté des antiagrégants plaquettaires et des anticoagulants, etc. Alors là, c'est la répartition des anomalies, donc territoriales, lacunaires ou uniquement de la substance blanche. Et ce qui est intéressant, c'est ça. C'est que, donc avec un suivi là qui continue à augmenter, mais là, c'est à 42 mois, on a eu 12 AVC. Ce n'est pas que des ischémiques, c'est-à-dire qu'il y a également des AVC hémorragiques. Et si on prend ces 12 AVC, quel que soit leur type, on se rend compte que le risque principal de refaire en fait un AVC, c'est l'antécédent d'AVC lui-même, et ce risque-là, il est plus important que uniquement le fait d'avoir la vasculopathie. C'est pour ça que pour ceux qui assistent à PC-DREP, vous verrez que quand on a un patient qui a une vasculopathie cérébrale et qui a une sténose, avec un antécédent d'AVC, on s'inquiète globalement beaucoup plus que pour le patient qui n'a pas encore parlé sur un mode ischémique. Et puis l'autre chose aussi, et ce qui explique entre autres cette différence, c'est que il y a pas mal de récidives chez l'adulte, mais on s'est rendu compte qu'on est à peu près sur 20% de causes cardiaques, c'est-à-dire de l'oreillette gauche. Et vous savez qu'on vient de publier une étude dans Blood sur les troubles du rythme ventriculaire. On est en train de préparer une étude sur les troubles du rythme auriculaire. En fait, il y en a beaucoup chez nos patients. Ils sont souvent totalement asymptomatiques ou alors juste des palpitations. Et chez ces malades, maintenant, quand on n'a pas de vasculopathie cérébrale, on met un anticoagulant le temps d'avoir les antiphospholipides, l'anticoagulant circulant, et surtout le bilan cardio avec épreuve à bulles, Holter-ECG. Holter-ECG normal, on va jusqu'au reveal, sauf si on a une plaque d'athérome, mais qu'on n'a quasiment jamais, sauf chez des patients plus âgés qui sont SC. Donc, on est beaucoup plus agressif au niveau des traitements, et je dois avouer que je touche du bois, mais depuis qu'on a ces attitudes, on a quand même beaucoup moins de récidives, et les AVC qu'on a, c'est souvent des AVC qui sont soit de bas débit sur des terrains catastrophiques, soit des patients qui viennent d'ailleurs. L'autre chose intéressante, c'est que ça n'explique pas tout, puisqu'on a aussi des patients qui ont des ischémies récurrentes, alors que dans la série là, du CHIC avec Françoise Bernaudin, en fait, il y avait très peu de récidives. Et là-dessus, en dehors de peut-être un système et l'angiogénie, angiogénie qui est peut-être moins développé chez l'adulte, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas parlé avant? Enfin, je veux dire, on n'a pas encore d'explication très claire à cette différence, hormis l'atteinte cardiaque. Alors, les hémorragiques, je vous ai dit, la drépanocytose est une maladie dysplasiante, et ces AVC hémorragiques, le problème, c'est que c'est eux qui tuent, c'est-à-dire les ischémiques qui laissent les séquelles. C'est souvent par l'hémorragie que les malades meurent, que ce soit du fait de moya-moya, avec des ruptures en fait, de ce réseau anastomotique, ou que ce soit en fait par des anévrismes. Vous voyez que pour certains, on n'a pas de cause, mais parce qu'en fait, le patient est mort très rapidement. Et puis après, il ne faut pas oublier qu'on peut avoir des hématomes extraduraux ou sous-duraux, parce que ces os sont très hématopoïétiques, et que ce soit un traumatisme ou éventuellement parfois même des crises du crâne, il y a des cas, mais c'est vraiment anecdotique d'hématomes. Alors, les anévrismes, les patients en ont beaucoup. C'est-à-dire que si on regarde attentivement, on a des chiffres qui sont de l'ordre de quasiment 40% de patients pour lesquels on trouve des anévrismes. La grande question, c'est est-ce qu'il faut tous les traiter?
On a tendance maintenant à lever un petit peu le pied, surtout quand on veut mettre des flow diverters, parce qu'il y a vraiment des catastrophes à mettre des stents sur ces vaisseaux. Donc, on les prépare vraiment beaucoup en amont, ces patients. Pour les coils, on les prépare aussi, mais moins longtemps avant. Et l'intérêt, c'est que une fois qu'on les a traités et qu'on a justement exclu l'anévrisme de la circulation, le risque de rupture est beaucoup plus faible et que du coup, on est plus dans la prévention. Donc, je dirais que chez l'adulte, une des indications de l'IRM, on va dire un peu systématique, c'est pas de trouver la sténose, parce que si elle n'est pas apparue à l'âge adulte, il y a peu de chances qu'elle apparaisse, enfin chez l'enfant, il y a peu de chances qu'elle apparaisse chez l'adulte. Mais par contre, c'est également de suivre l'apparition éventuelle d'anévrisme. Là, vous avez une hémorragie sur une moya-moya. Donc là, ici, vous avez le réseau donc artério-artériolaire de la moya-moya. Et puis là, vous voyez en fait probablement, alors c'est un patient qui était aux toilettes, hein, il a peut-être fait un effort de pousser. Depuis, moi, je demande s'ils sont constipés, mais il a eu une inondation tétraventriculaire. Il s'en était sorti. Mais ce qui est très complexe à gérer, c'est pas forcément uniquement l'hémorragie, c'est surtout l'hypertension intracrânienne derrière qui va provoquer une baisse brutale de la perfusion cérébrale, et c'est ça qui m'inquiète finalement le plus. Alors, pas de fibrinolyse quand on a une moya-moya, c'est pour ça qu'on a mis la contre-indication absolue. Par contre, et puis en plus, c'est pas le mécanisme de l'AVC, c'est vraiment le bas débit. Pas d'antiagrégant plaquettaire, ça c'est plus décrié, puisque parfois dans les moya maladies, ils en mettent, mais bon, l'étude est critiquable. Et pour l'anticoagulation, nous, on a eu des patients pour lesquels on a été obligé de mettre des anticoagulants, on a pris des risques, et puis finalement, on n'a eu aucun problème jusqu'à présent. Donc, sur des anticoagulations temporaires, parce qu'on est dans des situations insolubles sans traitement, il nous est arrivé de le faire et je touche du bois, mais pareil, on n'a pas eu de souci. Alors là, je vais vous montrer un petit peu d'imagerie. Ça, c'est une imagerie normale avec les zones jonctionnelles antérieures, postérieures, qui correspondent en fait au dernier pré entre la vascularisation de l'artère antérieure, cérébrale antérieure et de la cérébrale moyenne. Pareil pour la postérieure. Et puis, si on monte un petit peu plus au-dessus, on a la même chose ici. Le long, en fait, c'est ce qu'on appelle la corona radiata ou les centres semi-ovales, qui sont ces fameuses régions où vous allez avoir des lésions de la substance blanche, souvent très importantes, en particulier quand on a du bas débit sur une moya-moya. Donc là, vous avez vos deux carotides arrivées ici avec les cérébrales moyennes d'un côté et de l'autre. Là, vous avez la cérébrale antérieure, communicante antérieure. On regarde bien le Willis pour voir si jamais ça se bouche, est-ce que le Willis va pouvoir prendre en charge. Parfois, c'est même à travers les artères ophtalmiques qui vont circuler dans l'autre sens qu'on peut reprendre. Et puis ça, c'est jamais atteint. C'est même en général vasodilaté quand on a des atteintes, puisqu'en fait, le territoire postérieur va prendre un peu le relais de ce qui dysfonctionne devant. Alors là, par exemple, vous avez une occlusion des deux carotides internes dans leur terminaison. Vous ne voyez plus la cérébrale moyenne d'un côté ni de l'autre. La moya-moya à l'IRM, ce n'est pas évident à voir, mais là, quand on voit ça, c'est très clairement des anomalies de signal de moya. Et puis après, on voit vraiment un réseau des artères lenticulées qui est proliférant, mais on peut la voir également qui part des artères antérieures. Ou ici, là, on voit qu'en fait, c'est repris beaucoup par les postérieurs. Ce n'est pas vraiment un réseau moya-moya, mais c'est des suppléances qui vont venir par derrière et qui vont en fait finalement faire le tour de la faute du cerveau par le haut. Et puis ça, voilà, c'est pour vous montrer une image de moya-moya en artériaux. Vous voyez vraiment cet aspect qui ressemble à une fumée, d'où le nom en japonais de moya-moya. Alors, chez l'adulte, on a développé une technique qui, pour nous, est de plus en plus, enfin, je veux dire, à force de dire qu'elle est de plus en plus utile, non, elle est extrêmement utile puisqu'on en a l'expérience quasiment tous les jours. Ça permet de voir une concordance entre l'IRM et le Doppler et justement une autre imagerie qui est le Doppler transcrânien, et surtout de pouvoir en plus faire les TSA le même jour. Alors, on ne l'utilise pas comme chez l'enfant. Et à mon avis, d'ailleurs, chez l'enfant, il serait utile de faire également cet examen en plus du Doppler transcrânien tel qu'il est fait classiquement, parce qu'on en attend une information qui est différente. Là, ce qu'on regarde, ce n'est pas la vitesse absolue, c'est le ratio des vitesses, puisque je vous ai dit d'ailleurs que la vitesse absolue chez l'adulte, elle est rarement pathologique au sens des 200 cm par seconde. Par contre, le ratio, lui, est intéressant, et on a montré
que quand on a des sténoses vasculaires à l'ARM, eh ben, en fait, on a quasiment toujours un ratio des vitesses entre l'artère intracrânienne et la carotide ipsilatérale qui dépasse les 3. Et donc là, par exemple, vous avez un exemple d'une sténose ici de la cérébrale moyenne. Le ratio, il est à 4,45. C'est super utile parce que parfois le radiologue il dit bah non, je ne vois pas grand-chose, il y a des artefacts de flux ou alors il n'a pas fait de reconstruction 3D. Si le Doppler dit il y a 4,45, là le radiologue il y retourne, il tourne ça dans tous les sens et en général on trouve la sténose. Voire on répète l'examen au cours du temps. L'image que je vous ai montrée, en fait la première chez l'adulte, le Doppler l'avait repéré, on avait majoré le traitement et malgré en fait la majoration du traitement, l'anomalie est apparue à l'ARN dans un deuxième temps et finalement il y a eu l'occlusion, donc le Doppler avait été beaucoup plus sensible à le voir. Et puis, quand c'est normal, c'est-à-dire que quand on a une ARM qui dit il n'y a pas de vasculopathie et qu'on a en fait un ratio des vitesses qui est normal, et ben là, raisonnablement, on peut dire il n'y a plus ou il n'y a pas de vasculopathie cérébrale. La moya-moya se voit également, et ça c'est le réseau démodulé que vous voyez. Hein. Donc vous voyez ici, vous avez vraiment un pic systolique et puis les diastoles. Là, en gros, au cours du cycle cardiaque, vous avez un flux en aval de cette occlusion qui est visible, mais qui est complètement démodulé et qui signe en fait ce réseau moya-moya. Donc, si on reprend en fait notre expérience, d'une part, contrairement à ce qu'on avait dit initialement, le Doppler transcrânien chez l'adulte est largement faisable. On a pu le faire dans 85% des cas sans aucune injection de produit de contraste. Et dans les cas restants, on injecte du Venoflow qui permet en fait de récupérer quasiment tous les patients. Donc, c'est exceptionnel en fait qu'on ne puisse pas le faire. La deuxième chose, c'est qu'en fait, on a pu dépister toutes les moya-moya et on a pu dépister toutes les vasculopathies sténosantes. Les seules qu'on n'a pas pu dépister en intracrânien, c'est celles qui étaient associées à une anomalie des TSA, mais du coup, de toute façon, comme il y avait une vasculopathie extracrânienne, le message était le même, ces malades doivent être traités. Et ces atteintes extracrâniennes, finalement, il y en a pas mal. En général, ça démarre sur l'applicature avec une vasculopathie donc sténosante sur cette applicature. Parfois, on a des petits diaphragmes qui sont à haut risque thrombotique. On a des sténoses un peu plus diffuses. Et puis, on a même ici, vous voyez, une occlusion complète qui, en fait, démarre en extracrânien. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'on a, sur les atteintes extracrâniennes qu'on avait analysées sur 125 patients qui présentaient une atteinte, on en a un tiers, en fait, qui était isolé, c'est-à-dire que si on s'était contenté de faire une IRM du Willis, on serait passé totalement à côté de ces atteintes extracrâniennes qui ont des conséquences puisque vous avez des lésions de la substance blanche malgré tout, même avec des atteintes isolées dans 35% des cas. Alors ces atteintes-là, elles avaient déjà été vues et première publication par Suzanne Verlaque en 2013 avec une belle série de 435 enfants et qui montrait que, en gros, le facteur principal favorisant, c'était la tortuosité chez des enfants avec une hémoglobine plus basse. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est relativement déconnecté de la vasculopathie intracrânienne, c'est-à-dire que ça ne répond pas forcément à ces fameuses accélérations intracrâniennes. En fait, en faisant des modélisations mathématiques, on se rend compte que les plicatures à elles seules sont une anomalie pariétale et qui peut expliquer de la même manière qu'on l'a un peu plus haut ces proliférations. Alors, dans PCDREP, très clairement, nous, on a des tableaux comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, on nous demande des avis pour des patients qui ont déjà ça c'est apparu dans l'enfance, souvent avec un AVC, et ça de plus en plus pour les patients qui viennent d'Afrique, parce qu'heureusement, avec les prises en charge pédiatriques actuelles et l'usage très large de l'hydroxyurée dès l'âge de 2 ans, en gros, on en voit de moins en moins, on en voit encore. Et ce qui nous importe, ce n'est pas uniquement de voir ces images qui, du coup, ne vont pas beaucoup bouger. Ce qui nous importe surtout, c'est est-ce que le cerveau est bien perfusé? Et est-ce qu'il est bien perfusé à l'état basal? Mais maintenant, on ne se contente plus de ça.
Alors là, vous avez par exemple ce fameux patient que je vous ai montré tout à l'heure avec l'apparition de la vasculopathie. Ça, c'est une séquence qu'on a décrite qui est très utile, qui en fait est une séquence qui permet de visualiser, ça doit être un Gadot tardif, les vaisseaux qu'on voit beaucoup trop bien, mais on les voit trop bien parce qu'en fait, le flux est lent. Et là, c'est une séquence en IASL. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'imagerie, mais l'ASL n'est pas bon chez ces malades-là. Enfin, il est pris à défaut. Donc, il faut faire ce qu'on appelle de l'IASL, c'est-à-dire du multispleen labeling. Et là, vous voyez très clairement que vous avez une hypoperfusion qui est très importante. Et ce patient n'a pas voulu se faire opérer. On l'a suivi et il s'est amélioré partiellement parce qu'il a eu le réseau Moya-Moya qui est apparu. Il garde encore quelques atteintes. Il a eu du Bosentan, il s'améliore. Là, il a une perfusion cérébrale qui est parfaite et il n'a quasiment pas de troubles cognitifs. C'est un jeune chef d'entreprise. Et le dernier élément, c'est qu'on est en train justement d'essayer de mieux explorer cette autorégulation que je vous ai montrée. D'une part, par le Doppler transcrânien qui va montrer des accélérations des vitesses quand on fait des apnées, mais également par la NIR, c'est la Suela, donc j'ai pas mis les références du papier, mais Suela Martino a publié la série qu'on avait faite, des mesures justement de perfusion cérébrale au cours des érythrophérèses, et on a développé justement les mêmes techniques d'apnée qui permettent de voir cette amélioration perfusionnelle grâce à la NIRS, qui est un système qui vous permet d'émettre avec un laser de la lumière, de la récupérer de l'autre côté sur l'autre optode et d'avoir sur à peu près 15-20 mm, donc sur le cortex cérébral, l'oxy, la déoxyhémoglobine, et donc finalement un reflet de ce qui arrive directement au niveau cérébral. Alors, pour les traitements, d'une part, je ne peux pas ne pas vous parler de l'enfant, parce que c'est quand même la base du traitement, c'est les échanges transfusionnels. Et pour les échanges transfusionnels, l'étude que vous connaissez tous, qui était l'étude STOP, a clairement montré que quand on a des accélérations au Doppler transcrânien, le surrisque très important de faire un AVC, multiplié par 200, il est réduit de 92%. Et donc, c'est maintenant le standard of care, c'est-à-dire dès qu'il y a des accélérations de Doppler transcrânien, on démarre les échanges transfusionnels. La question, est-ce qu'on peut les arrêter? Finalement, ces enfants qui ont eu un arrêt des échanges dans cette étude randomisée STOP2, il y en a 14 sur 41 qui ont eu une réaccélération des vitesses et l'étude a été interrompue parce qu'il y a même eu 2 AVC. Donc, quand on a une vasculopathie cérébrale et qu'on est sous programme d'échange, a priori, on ne peut pas les arrêter. On ne peut pas les arrêter, sauf que, comme je vous ai dit, il y a un effet âge. Alors, le premier message, on ne peut pas les arrêter si vous avez une vasculopathie sténosante. Ça, c'est une étude que j'aime pas trop, bien que Russell Ware a fait énormément de très belles choses, mais celle-là, je trouve que le design n'était pas très… enfin, à mon avis, il aurait dû faire l'autre avant. Ça, c'est des enfants qui avaient fait un AVC, donc forcément, ils avaient déjà une vasculopathie cérébrale. Le message, c'est quand on a une vasculopathie cérébrale, en fait, on ne fait pas de relais par l'hydroxyurée parce que ça marche moins bien. Étude arrêtée pour 7 AVC. Donc, 6 vasculopathies cérébrales, on continue. Et les images que je vous ai montrées de NIRS avant, c'était justement faisant la preuve chez l'adulte que les érythras améliorent la perfusion en temps réel au niveau des zones atteintes. Il n'y a pas de vol vasculaire. Ça, c'est la deuxième étude qui, elle, justement, est beaucoup plus intéressante. C'est chez l'enfant. En général, d'ailleurs, quand les vitesses diminuent, elles vont diminuer naturellement en grandissant, probablement à cause justement de ces modifications de géométrie vasculaire. Et bien, quand les vitesses se sont normalisées, on peut passer à l'hydroxyurée et dans la plupart des cas, il n'y a pas de réaccélération des vitesses. Donc, ce modèle, c'est celui qu'on utilise, nous, chez l'adulte, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de vasculopathie cérébrale sténosante, on passe à l'hydroxyurée et nous, on fait une surveillance également, donc Doppler plus ARM, voire parfois une surveillance Doppler toute seule. La prise en charge de l'AVC aigu, si on reprend après, c'est un peu on est en train de les réécrire, hein, mais c'est un peu du bon sens. La première des choses, c'est améliorer l'hémoréologie, c'est-à-dire échange transfusionnel, que ce soit un SS ou un SC, on fait une répétition d'échange transfusionnel en faisant attention de ne pas augmenter la viscosité et de ne pas faire baisser brutalement. Donc, en gros, ça veut dire une double voie avec saignée et transfusion
et en faisant attention de ne pas monter l'hémoglobine au-dessus de, on va dire, 10 grammes d'hémoglobine. Si on a les érythraphérèses, probablement que c'est la meilleure des solutions, ça va vite, on contrôle l'hématocrit, la viscosité diminue. Fibrinolyse possible s'il n'y a pas de moya-moya ou chez un patient essai, puisqu'on sait qu'il n'y a pas de moya-moya chez ces patients. Si on est dans un mécanisme, on va dire, de type bas débit, ça ne fera pas grand-chose. Mais si on est dans le timing, en gros, pourquoi s'en priver? Je crois que dans la diapo d'après, je ne suis pas sûr si je montre, mais enfin, on l'a publié et bon, c'est miraculeux quand on a un thrombus sur un tronc vasculaire. Si on n'a pas de vasculopathie cérébrale et donc on n'a pas de cause de l'AVC, dans ce cas-là, ce n'est pas la peine de laisser à distance de l'AVC un traitement par érythraphérèse. En revanche, on a quasiment toujours une cause à traiter par anticoagulant. Donc, recherche du SAPL systématique et puis recherche d'une cause cardio-embolique systématique. C'est là où les recos, elles vont probablement changer, c'est-à-dire que ces patients-là, ils sont sous anticoagulants jusqu'à avoir éliminé la cause cardio-embolique parce qu'on a eu beaucoup de récidives de malades qui finalement nous étaient adressés en érythraphérèse, mais sans cause cardiaque traitée et qui continuaient à faire des lésions. De l'autre côté, vous avez les complications hémorragiques et ça, le problème, c'est qu'il faut à la fois aller vite pour améliorer la rhéologie et traiter spécifiquement en urgence ces atteintes, si possible dans des endroits qui connaissent la drépano et qui ont une grande garde de neurochirurgie, de neuroradio interventionnelle. Donc, ça fait beaucoup et en général, ça se règle souvent par téléphone avec la grande garde de neuroradiologie. On se méfie, comme je vous l'ai dit, beaucoup des stents. Donc, quand il y en a, l'anti-agrégation, elle est très prolongée et puis il y a un risque thrombotique immédiat, plus un risque à distance d'avoir un bourgeon charnu qui apparaît sur les vaisseaux. Ça, c'est le papier où on a publié les 2 cas de thrombolyse efficace. Je sais qu'à Saint-Antoine, ils ont eu une patiente pour laquelle la carotide extracrânienne s'est bouchée quasiment sous leurs yeux et ils ont fait une endartérectomie efficace. Donc, c'est également des gestes à se poser, mais c'est quasiment toujours dans l'urgence et donc il faut avoir, en général, on a nos numéros de téléphone, on n'hésite pas à nous déranger. Et puis, je finirai par les lésions de la substance blanche isolée. Donc ça, c'est le papier Princeps, dont finalement, les messages à tirer ne sont pas forcément très clairs, puisque en fait, c'était des enfants qui avaient des lésions de la substance blanche, qui à l'inclusion n'avaient pas d'accélération au Doppler, et quand on les randomisait un bras transfusion à un autre sans transfusion, en fait, on avait plus d'AVC, mais finalement plus d'AVC ischémique classique, qui aurait dû être évité en fait par le dépistage Doppler transcrânien. Et c'est là où ça pêche un petit peu. Alors, je pense que pour le petit enfant, mais là encore, moi, je ne suis pas pédiatre, mais très clairement dans le papier, pour le petit enfant et en particulier céphalalgique, qui a déjà des lésions de la substance blanche, je pense que c'est un traitement qui est considéré. Après, en fait, on retombe un peu sur ce que nous, on avait trouvé chez l'adulte, c'est-à-dire l'adulte sans vasculopathie sténosante. Et c'est là la différence avec d'autres études qui sont un peu pêle-mêle. Là, on n'a pris que des patients sans aucune vasculopathie visible et sans traitement par hydroxyurée au moment du bilan biologique, ce qui est également important puisque en fait, ça va tout modifier. Et si on fait comme ça, eh bien, sur 83 patients, on se rend compte que les lésions de la substance blanche augmentent avec l'âge, c'est classique en population générale, sont associées à l'hypertension, c'est également un classique, mais ce qui écrase tout, c'est l'HbF. Plus il y a d'HbF, moins il y a de lésions de la substance blanche. Et pour moi, c'est un des meilleurs, alors c'est pas parce que c'est nous qui avions proposé ce papier, mais je pense que c'est un des meilleurs arguments pour dire quand on a des lésions de la substance blanche et qu'elles sont relativement élevées par rapport à l'âge, il ne faut pas se priver d'un traitement par hydroxyurée, même s'il n'y a pas d'autres indications. Parce que c'est associé à des troubles cognitifs, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte. Et donc, à ce moment-là, on a un traitement, on s'en sert. Je vous remercie.
pour votre attention. Je remercie, c'est un énorme travail collaboratif depuis maintenant plus de 10 ans, en particulier avec David Calvé à Sainte-Anne, mais il y a également Myriam Eljali-Goujon, il y a Corentin Prévost, il y a Marie-Pierre Gobin-Mettel, maintenant il y a les équipes de Neuroradio de Garches, il y a également l'équipe de médecine nucléaire à Krain-Landisset, toutes les équipes évidemment à Mont-d'Or, et puis toutes les équipes qui nous adressent des patients, qui prennent en charge ces malades, puisque on a des patients qui viennent d'un peu partout pour le suivi. Et comme ça marchait très bien, on a calqué un peu le principe et on a démarré la même chose pour le cœur, l'hypertension précapillaire. Et puis, on est en train de le coupler également à l'atteinte rénale et on prépare la même chose pour les atteintes hépatiques. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pablo, pour ce très beau topo. Donc avec lui, on te remercie vraiment beaucoup pour toutes ces informations et cette mise au point qu'a dressé vraiment, j'ai trouvé. Enfin, voilà, tu es parti de la physiopathologie jusqu'ensuite aux différentes atteintes, leur traitement, leurs facteurs de risque. Enfin, c'était vraiment très complet. Et donc, c'était un beau challenge qu'on t'a demandé en 45 minutes et que tu as relevé avec brio, comme d'habitude. Donc, on est ouvert aux questions. Donc, voilà, n'hésitez pas à intervenir. Pour poser Il y a Françoise qui a levé la main. Là. Oui, très bien, Pablo. Bon, bravo. Oui, oui, c'était une très belle présentation. Moi, j'ai deux petits points qui m'ont chagriné. Enfin, je veux dire, l'histoire du ratio pour le Doppler entre l'intracrânien et l'extracrânien, dans la mesure où, comme tu l'as dit, les sténoses extracrâniennes sont finalement fréquentes, hein, même chez l'enfant. Et donc, si les vitesses sont accélérées en extracrânien, ton ratio va poser problème. Et enfin, voilà, ça, c'est le premier point. Oui. Non, c'est facile d'y répondre, je répondrai après. Ouais. Et le deuxième point, bon, c'est par rapport à l'hémoglobine fétale, hein, je suis entièrement d'accord avec toi pour ceux qui n'ont pas d'artériopathie, hein, comme tu l'as dit, et cela, justement, c'est tout à fait vrai, l'hydroxyurée les protège et via l'augmentation de l'hémoglobine fétale. Mais par contre, pour l'artériopathie sténosante, on a montré que l'hémoglobine F n'était pas protectrice, en tout cas. Alors, Oui. ouais. Mais alors là, moi, je conseille de relire le papier de Sommet qui est remarquable au niveau méthodologique. Et pour moi, elle en a fait deux. Hein. Il y en a un qui est purement méthodo et qui montre justement que quand on n'utilise pas des modèles mixtes, en fait, on passe à côté et que c'est probablement pour ça qu'il y a des études discordantes. Donc, s'il n'y a pas la prise en compte de toute la continuité au cours justement de cette période où l'hémoglobine fétale n'est pas stabilisée, je pense qu'on passe à côté. Et pour moi, il n'y a pas de plus beau papier sur la F que celui-là. Tu as fait des papiers magnifiques, hein, mais Non, pour non, la non, c'est pas une histoire d'être magnifique ou pas, mais pour la F, mais on a vraiment des vasculopathies cérébrales, des sténoses indiscutables avec des taux d'hémoglobine F très élevés. Je veux dire, ça, c'est la réalité. non, mais je dis pas que c'est pas élevé. Je dis que Ouais. en fait, c'est élevé, mais si tu prends l'enfant, enfin si tu prends la courbe de progression, en gros, c'est élevé parce qu'ils sont très jeunes, mais c'est moins élevé que d'autres qui sont mieux protégés et qui en fait n'en ont pas. Et après, très clairement, dans tous les modèles, il y a une part d'inconnu total. Hein. Je veux dire, on en a tous des patients qui ont de l'hémoglobine fétale élevée et qui, malgré tout, font des crises vasoclusives, par exemple. Et c'est là où on est en train d'essayer de comprendre par rapport à la distribution de l'hémoglobine F, si justement, ce n'est pas un élément explicatif. Mais évidemment que l'hémoglobine fétale n'explique pas tout, mais la difficulté vraiment qu'on n'a pas chez l'adulte, je pense que c'est celle-là. Et pour répondre à ta question, en fait, il y a deux choses. Quand on fait le Doppler, on regarde les vitesses, ça c'est une chose, mais on regarde aussi en extracrânien la morphologie des vaisseaux. Et donc, quand tu as une morphologie extracrânienne où tu as des sténoses, parce que tu les vois, là, tu t'arrêtes là, tu sais que tu as des sténoses, donc tu as déjà l'indication en fait d'échange. Et les seuls cas où on a été pris en défaut sur le ratio, c'est justement parce que tu vois que tu as des sténoses,
les ratios, ils ne veulent plus rien dire, puisqu'en gros, ton dénominateur, il est On est faussé. d'accord alors. Voilà, donc D'accord. c'est ça. Après, là où je dis que ça peut être intéressant chez l'enfant, c'est que chez l'enfant, au-delà de ce facteur de risque de la vitesse, en gros comme un élément hyper fiable, tu peux également regarder les ratios parce que ça te permet de faire la différence aussi avec les atteintes segmentaires. Et quand tu as un ratio qui est très élevé, c'est vraiment que tu as une lésion focale que tu dois retrouver en fait à l'ARM. Et dans notre expérience, en tout cas chez l'adulte, le Doppler est souvent beaucoup plus sensible que l'ARM. Ah non, mais tout à fait, ça on confirme tout à fait. Je ne sais pas si Suzanne est en ligne, mais bien sûr qu'elle confirmerait ça. Merci. Moi, j'ai une question, Pablo, à Faso à Nantes. Je ne sais pas si tu me vois, je suis en champ de la caméra, mais pour rebondir là-dessus, le Doppler des troncs supraortiques, à quelle fréquence tu le renouvelles chez les patients adultes dans le suivi? C'est plus simple à faire qu'une IRM. Hein, donc, Non, alors, en gros, quand on est… Alors, le problème, c'est que c'est un des éléments qui est important à relever, c'est que l'accessibilité est finalement moins facile que l'IRM, puisqu'en fait, il n'y a pas forcément de personnes formées. Et c'est là où Suzanne a formé énormément de personnes, mais il y a encore beaucoup de travail. Marie-Pierre Gomin-Mettel, pour l'adulte, en forme beaucoup, mais il n'y a pas suffisamment en fait de neuroradiologues qui font du Doppler correctement parce que ça prend beaucoup de temps. Après, nous, on le renouvelle avec en gros l'ARM tous les 4 ans, mais quand on a des doutes ou des doutes d'évolutivité ou quand on désescalade, on le refait souvent à 6 mois, 1 an. Mais ça, c'est les patients qui sont dans le circuit PC-DREP. En dehors de ce circuit-là, moi, je te dirais qu'on fait l'ARM. Si on a un élément neurologique, quel qu'il soit, je ne sais pas, céphalée intense, anomalie de la substance blanche, épilepsie, etc., on regarde également les TSA. Sinon, on ne le fait pas en systématique. Et c'est probablement un tort. Hein. Je pense qu'il faudra l'avoir au moins une fois dans le… Ouais, je pense qu'on devrait au moins l'avoir une fois dans le dossier médical. Mais parce que autant sur le Doppler transcrânien, on comprend que ce soit vraiment difficile et très spécifique, mais sur le Doppler des troncs supraortiques, il y a aussi des particularités sur le côté technique, sur la réalisation du Doppler ou pas? Non, alors pour le médecin vasculaire formé au Doppler. non, pour le Doppler transcrânien, il n'y a pas besoin d'avoir une formation supplémentaire. Par contre, il faut attirer l'attention sur les plicatures, comme Suzanne l'avait montré et qui est confirmé depuis. C'est-à-dire qu'en gros, quand il y a une plicature, il y a un risque de sténose qui est réel au niveau de la plicature. La deuxième, c'est qu'on a on a un papier là qui normalement devrait être soumis sur toutes les anomalies extracrâniennes que vous trouvez. Il y en a plein, dont par exemple également des diaphragmes. Et donc ces diaphragmes, il faut les traiter par, s'ils ont parlé, il faut les traiter par anticoagulation, voire angioplastie, voire chirurgie. Mais oui, je ne sais pas si je réponds à la question. Si. Merci. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Moi, s'il n'y a pas de questions, après, dans la prise en charge thérapeutique chez l'adulte, on est quand même très, très démunis parce que des patients qui ont des vasculopathies avec des sténoses qui ne sont pas forcément accessibles, en tout cas pas simplement à geste de revascularisation, quand ils commencent à avoir 25, 26 ans, qui sont toujours sous échange depuis qu'ils sont petits, qu'on a des éléments qui laissent à penser que la vasculopathie s'aggrave et que ça devient compliqué parce que c'est des échanges sur KT, etc. C'est vrai qu'on se demande toujours est-ce que vraiment ça sert à quelque chose? Alors, ça, très clairement, on manquait de données jusqu'à notre étude avec la NIRS où en fait on a fait des mesures en temps réel. Attends, je vais vous la remettre. Parce que je suis peut-être passé un peu vite dessus.
et on est en train de faire une étude sur des tests cognitifs avant et après érythra, dans les jours qui suivent et dans les jours avant les érythras. Et il y a même des améliorations, hein. Donc, chez l'adulte, alors attendez, je ne sais pas si… Voilà, c'est ça. Là, en gros, donc c'est la NIRS posée pendant 2 heures, pendant toute l'érythra. Alors, pourquoi je l'ai fait? J'ai fait acheter la NIRS sur un projet à cause de 2 AVC post-érythra immédiat, dont je vous ai dit qu'on avait compris que c'était finalement dû à des bas débits par malaise vagal sévère. Et donc, il faut faire très attention à ces malades en érythra, hein. Il faut qu'ils aient des bas de contention, qui boivent abondamment, qui ne se lèvent pas dans les 2 heures qui suivent. Et nous, on demande vraiment à ce qu'ils soient brancardés et qu'ils ne repartent pas à pied tout de suite. On a même des patients qui font des malaises vagaux à répétition et qu'on a mis sous zéthyléphrine pour le jour de l'érythra, mais il faut vraiment faire attention aux malaises vagaux sur ces patients à haut risque. Mais là, tu vois, on a l'oxyhémoglobine qui augmente pendant l'érythra. C'est vraiment Tu peux partager ton écran, Pablo. Oui, on voit pas ton écran. Ah, pardon. Voilà. Donc là, vous voyez? Ouais, super. Ouais. Et donc, en gros, on a posé donc à la fois sur le muscle qui servait de contrôle et à la fois d'un côté et de l'autre, hein, on faisait les 2 hémisphères. Et donc, ce qu'on a montré, c'est que, en gros, dans le muscle, bah, il n'y a pas de différence en termes d'oxyhémoglobine ou d'hémoglobine totale. Donc, en gros, pendant l'érythra, on n'apporte pas plus de sang et il n'est pas plus oxygéné. Que dans les zones où il n'y a pas de vasculopathie cérébrale, ça ne change pas grand-chose non plus. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, ça améliore réellement, en temps réel, la perfusion cérébrale, c'est-à-dire qu'il y a de l'oxyhémoglobine qui arrive en plus grande quantité et qui, en fait, est le témoin direct que tu as du sang oxygéné qui arrive au niveau cérébral, ce qui est, voilà, ce qu'on espérait. Donc, il n'y a pas d'effet de vol vasculaire et il y a réellement un effet sur la perf cérébrale. Et là, actuellement, donc là, on doit être au 3e papier, je pense, cognitif. Et là, ce qu'on est en train de regarder avec l'équipe de Necker et de Sainte-Anne, c'est de faire des tests cognitifs qui sont directement, enfin, qui peuvent évoluer très, très vite, en particulier tout ce qui est flexibilité mentale, rapidité, parce qu'on voit même des améliorations avant et après échange, hein. C'est assez impressionnant. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça donne dans le temps? C'est-à-dire à 1 semaine, à 15 jours de l'échange, parce qu'il y a ça aussi. C'est ce qu'on est mais si ça dure 3 jours. Pour les tests cognitifs, tu veux dire? Non, pour la perfusion cérébrale. Non, parce que la NIRS, tu ne peux pas la laisser pendant des jours et des jours. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train maintenant de l'utiliser en test de vasoréactivité. C'est-à-dire qu'en gros, on fait les manœuvres respiratoires. Après, pour répondre à tes questions, on a fait également des IRM de perfusion cérébrale avant et après ARM, donc au moins bon moment, après érythra. Et là, ce n'est pas encore totalement analysé. Françoise Bernardin, je tiens quand même à rappeler que pour les patients ayant des sténoses, quand même, n'ayant pas fait d'AVC, le meilleur traitement est quand même la greffe HLA identique s'il y a un donneur. Donc, en tout cas, s'assurer que tous les patients adultes ont bien eu le typage HLA s'ils ont eu une artériopathie sténosante. Et sinon, ça peut aussi faire discuter la greffe haplo-identique en l'absence de donneur HLA identique. Mais enfin, je pense, je voudrais être sûre que tous les adultes ayant une vasculopathie sténosante ont bien eu le typage HLA et on a bien posé une éventuelle indication de greffe chez eux. Nous, tu sais qu'on était assez réticents parce que finalement, en termes de mortalité, les résultats chez l'adulte sont pas du tout ceux de l'enfant. Depuis qu'on est sur le conditionnement atténué, tous ces malades, ils ont un typage HLA. Quand il y a un donneur géno-identique, ils sont en général proposés tous.
Quand il y a un antécédent de DHTR, on le fait quand même, mais on commence à être un tout petit peu plus prudent parce qu'on a eu des non-efficacités du Ritux. Pour les greffes à plot, là, il y en a eu une qui voulait l'avoir finalement qui a rétrogradé. Il y en a un qui l'a eu avec une efficacité, mais on n'est quand même pas du tout sur le même niveau de mortalité et de GVH. Et la question qui se posera dans le futur, et le futur c'est 2024, c'est quelle sera l'attitude par rapport à la thérapie génique. Alors nous, le souci qu'on a, c'est que beaucoup de nos patients qui ont des vasculopathies cérébrales, je ne parle pas des anévrismes, mais là, pour le coup, ceux qui ont des moya-moya ou des sténos, c'est des enfants qui n'ont pas pu être greffés malheureusement. Donc, ils ont été typés. On se retrouve avec des gens qui vieillissent, voilà, puis des jeunes qui ne veulent pas de chambre, ils ne veulent pas de fistules. C'est vraiment compliqué. Et après, est-ce qu'il y a des études ou des séries qui ont été publiées de patients justement adultes avec des vasculopathies greffées? Est-ce qu'on bloque l'évolution de la sténose après greffe? Parce que si on n'a pas de geste de revascularisation possible derrière, est-ce qu'il faut les greffer pour que de toute façon la vasculopathie continue à évoluer? C'est un peu ça la question, quoi. Ouais. Alors, il n'y a pas de grande série chez les adultes. Par contre, on a déjà des cas rapportés, puis on a notre expérience. De toute façon, la vasculopathie, une fois qu'elle est constituée, elle existe et elle ne disparaîtra pas. Et on revient probablement à des évolutions qui sont celles de la moya-moya maladie. C'est-à-dire que l'aspect que Wenefrepong il avait montré, tu le retrouves quasi à l'identique dans la moya-moya maladie. Le risque, c'est toujours l'hypoperfusion cérébrale. Le risque, c'est toujours l'hémorragie. Pour l'hémorragie sur une moya, on ne sait pas si le risque diminue. Par contre, pour l'hypoperfusion cérébrale, on a des améliorations perfusionnelles qui sont liées aux améliorations hémoréologiques. Et donc là, en termes de vasoréactivité et d'amélioration de la perfusion sur les zones en aval, il y a une vraie amélioration. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Bonjour, Louis Fontaine, je suis chef de clinique à Toulouse. J'aurais une question si c'est possible. Comment vous managez du coup les patients drépanocytaires asymptomatiques qui n'ont pas de vasculopathie cérébrale, qui n'ont jamais fait d'AVC? Si on leur fait un Doppler des transportiques, on leur trouve une plicature, une accélération focale qui n'est pas serrée. Comment on les manage de ces patients-là? Est-ce qu'ils sont traités? Alors, ils sont suivis de manière plus rapprochée. Souvent, on fait un angioscan, ou en tout cas, si l'ARM est parfaite, c'est nickel, mais si on ne voit pas bien, on complète avec un angioscan. On les met sous antiagrégant, oui, ça j'ai oublié de vous le dire, mais en gros, un malade qui a fait un AVC sans moya, c'est antiagrégant, je crois que je l'avais mis dans les recos, mais un malade qui a une vasculopathie sténosante, même qui n'a pas parlé, maintenant on a tendance à mettre des antiagrégants. Donc oui, ça change un peu la donne et le suivi est plus rapproché. Et même sur une simple entre guillemets plicature avec une accélération qui n'est pas majeure en Doppler, oui. Vous allez le mettre sous antiagrégant, ce patient. Oui. Il n'a pas fait d'AVC, on est d'accord, il n'y a pas de vasculopathie intracérébrale. Le fait, alors, non, les plicatures, on ne les met pas toutes sous aspirine, on met celles pour lesquelles on a une sténose associée. Par contre, les plicatures, on les suit, oui, on les suit par Doppler. D'accord. Et il n'y a pas de retentissement, par contre, sur le traitement, vous ne débutez pas un traitement par hydroxyurée simplement sur ces arguments-là, par exemple? Ah, toujours, si. En gros, si on a un patient qui a une vasculopathie, déjà, on va partir du principe qu'actuellement, avec les études pédiatriques, on n'aura quasiment plus de patients à qui on n'a pas proposé le traitement. Donc, nous, les seuls malades pour lesquels on n'a plus de traitement, on n'a pas de traitement encore, c'est soit des cas exceptionnels, moi j'en ai, où en gros, à 50 ans, on ne comprend pas pourquoi.
c'est même pas la F, hein, c'est même pas des lésions alpha, enfin, il n'y a rien qui explique, il faudrait faire des études génétiques, mais il n'y a rien. Pas de crise, pas d'atteinte d'organes, enfin, des choses qui, à mon avis, qui nécessiteraient de faire du whole génome. Et après, c'est les autres qui, clairement, n'en veulent pas. Mais si vous avez une plicature, moi, je pense qu'il faut mettre de l'hydroxyurée. Si vous avez des lésions de la substance blanche, je pense qu'il faut mettre de l'hydroxyurée. De plus en plus, ceux qui sont en érythra, tous ceux qui sont en érythra avec des anomalies perfusionnelles ou de la vasoréactivité, ils sont tous en association érythra plus hydroxyurée. Et on a quelques cas pour lesquels on a vraiment eu des comparaisons à plusieurs années et on voit une amélioration. Donc oui, on a l'hydroxyurée assez facile. Et alors d'autant plus qu'on a montré sur l'étude des thromboses sur KT, et ça c'est valable pour les malades qui ont des fistules ou des KT, qu'en analyse multivariée, l'hydroxyurée réduisait le risque thrombotique. D'accord. Bon, ça répond à ma question, merci. Caroline qui demande, qui lève la main. Oui, merci. Bonjour. Caroline Nakowski, Grenoble. Merci pour cette présentation. Sur le logigramme décisionnel de prise en charge des AVC, je vois que vous maintenez la place exclusive de l'échange manuel en cas d'AVC hémorragique. Et je voulais savoir pour quelles raisons. Est-ce que c'était une histoire de risque de bas débit suite à la cytaphérèse ou un autre motif? Alors ça, Caroline, je pense que ça va changer parce que finalement, il y avait d'une part la crainte d'anticoagulation du circuit, mais finalement, a priori, ça pose pas de problème. Il y a la crainte de la thrombopénie post-érythra, mais si tu arrives avec des plaquettes suffisamment élevées, il y a finalement pas trop de risque que ça dégringole en dessous des 100 000 qui pourraient être critiques pour l'hémorragie. Et quand tu peux l'avoir, quand bien même tu peux passer des plaquettes, mais ça permet effectivement de traiter plus rapidement. Donc cette partie va tomber, ouais. Parce que c'est vrai que ça donne quand même l'impression que c'est le meilleur moyen quand on l'a à disposition dans les temps requis et que sans retarder la prise en charge et le début de l'échange, c'est quand même l'occasion de travailler quand même en isovolémie avec un débit qui peut être contrôlé, une thrombopénie qui est en général vraiment minime par déplétion et une anticoagulation qui reste complètement locale, restreinte au circuit avec le citrate, qui est l'anticoagulant. Oui. Ok, merci.